Oui, bon bah Alan, tu rejettes ton dé, oui. Bah, parce que tu triches. Faire 10 avec un dé 8, c'est pas possible. Laurie, tu veux bien réveiller Gaël avant qu'il tombe de sa chaise. Et puis toi, Guillaume, arrête de jouer avec ton téléphone, ça va être à toi de jouer une fois qu'Alan aura arrêté de tricher. Hey, salut mes petits trucains, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo, voilà ça, c'est le savoir-vivre. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et là, Ludo, tu te grattes les couilles ou tu te cures le nez? De quoi? Je fais pas ça, moi. Qui c'est qui a écrit ça? N'importe quoi? Allez, générique. C'est une erreur souvent commise par des gens qui ne sont là que de passage, qui ne sont là que pour du court terme et qui se disent « ce n'est pas grave ». Or, agir comme si on était chez soi dans un pays étranger, c'est montrer un certain manque de respect, voire de l'arrogance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous parler de ce qui est bien ou pas à faire lorsque vous allez au Japon. Alors nous, on vous parle du Japon, mais c'est valable pour n'importe quel pays, hein. Nous, touristes français qui allons au Japon, nous nous attendons à être dépaysés, c'est-à-dire à voir ou à vivre des choses qui ne sont pas comme chez nous. Mais c'est vrai que souvent, on n'a pas le réflexe de se dire qu'on n'est pas chez nous et qu'il y a des règles de vie, des habitudes ou encore des coutumes qui ne sont pas comme chez nous. Bah, ça me semble logique en fait. Oui, quand on y réfléchit à tête reposée, mais sur le moment, quand on est sur place, c'est pas quelque chose que l'on fait naturellement. Chasser le naturel, il revient au galop. Ne respecter aucune règle locale ou n'en faire qu'à sa tête tout le temps, outre l'aspect irrespectueux de la chose, démontre un manque d'ouverture sur le monde et peut renvoyer une image négative des étrangers et donc de nous, touristes français. D'ailleurs, parfois, ça a des répercussions pour nous touristes. C'est vrai, et j'en veux pour exemple le fameux Tsukiji Market qui a été fermé aux étrangers en partie à cause de ça. Le sujet des codes et des règles de savoir-vivre de l'archipel nippon est un sujet qui revient souvent lorsque l'on parle voyage au Japon. Beaucoup nous sont étrangers et peuvent nous sembler incongrus pour nous, Français. Bon, en plus de ça, il y a aussi un petit intérêt personnel pour moi de vous parler de ce sujet. Déjà, c'est nos vidéos et on fait ce qu'on veut. Au-delà de ça, à chaque fois que nous sommes partis au Japon, nous avons eu des problèmes avec deux types de populations touristiques bien distincts. Premièrement, les Chinois. Mais là, je peux rien faire pour eux et vous allez comprendre pourquoi plus tard. Et la deuxième, les Français. Et ça m'énerve! Pourquoi? Bon ben déjà, il y a peu de chances pour qu'on me prenne pour un Chinois. En plus, je ne parle pas chinois et cette vidéo ne s'adresse pas aux touristes chinois visitant le Japon. Attends, mais c'est pas con ça. Il y a un marché porteur là. Ils sont combien déjà les mecs? 1 milliard? Elsa, on a un bouquin de mandarin dans la bibliothèque. Autant, il est difficile pour moi de ne pas passer pour un Français. Je râle beaucoup, je me crois chez moi partout, je fais la bise et je dis putain tous les 3 mots putain. Quoique, pour beaucoup de Japonais que j'ai rencontrés, le Français est blond aux yeux bleus et porte des froufous et des dentelles. Un peu comme notre capitaine de l'équipe de France de football. On va gagner la rencontre et on fera flotter le drapeau tricolore dans le ciel de Paris. Allez, galope, allez! Stéréotype du Français selon beaucoup de Japonais, notre capitaine de l'équipe de France, blond aux yeux bleus, donc chevauche à travers les rues de Paris pour se rendre au Stade de France. Et oui, on n'est pas dans le passé, on est en 2002 et il y a un match France-Japon avec un certain Olivier Hatton. Ah, ça doit être le bus de l'équipe de France. Et oui, on voit bien que c'est le bus de l'équipe de France, il est un peu pourri. Il n'est pas avec nous. Ah, le capitaine n'est pas avec eux. Le personnage qui vient de parler donc s'appelle Napoléon. Ah, la fameuse entrée du capitaine de l'équipe de France avant chaque grand match à cheval dans le Stade de France. Si ça, c'est pas 100% français, les amis. C'est moi le buteur de l'équipe, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve toute? Pour en revenir à notre sujet, si à chaque fois nous avons eu des problèmes avec nos compatriotes, c'est parce que nous, les Français, nous faisons partie des pires touristes au monde. Non mais si, il faut accepter ça, hein. On peut pas se mentir éternellement non plus comme ça, hein. Avec les Américains et les Chinois, pour ça aussi, on fait partie du top 10. Tout à l'heure, je vous parlais de conséquences, et il est très facile d'en mesurer l'étendue. Si vous avez la chance de discuter avec un japonais francophone et francophile, vous vous rendrez compte qu'ils ont toujours une petite anecdote ou une petite mésaventure avec des touristes français qui ne respectent rien ou qui n'écoutent pas lorsqu'un local leur dit que cela ne se fait pas. Ceci est valable pour le Japon, mais aussi pour tous les pays que vous allez visiter. Le Japon étant un pays très différent du nôtre, où les notions de tradition, d'innovation et de respect des règles sont omniprésentes, il va nous falloir en savoir un petit peu plus sur celle-ci avant de partir pour ne pas commettre d'erreur. En parler gros qui tâche, tu viens visiter un pays, renseigne-toi un minimum sur ce qui se fait ou sur ce qui ne se fait pas. C'est une question de respect.
L'impair, là, c'est parce que j'ai dit ne pas commettre d'impair, c'est ça? Non, c'est parce qu'il pleut. Et après, je dois aller chercher des trucs dehors. Je ne parle même pas de la notion de politesse élémentaire qui veut que vous sachiez dire bonjour, au revoir, merci et pardon dans la langue du pays que vous visitez. Mais enfin, c'est la base quoi, la base. Oui, mais c'est pas le cas pour tout le monde. J'ai fait un voyage en Italie, au bout de 2 semaines, la personne disait toujours gracias au lieu de grazie mille. 2 semaines dans le pays, t'es pas capable de faire la différence entre l'italien ou l'espagnol? Sérieux? Non mais soit c'est du mépris, soit c'est de la stupidité, franchement. Bien que pour cette personne, j'ai ma petite idée quand même. Bon, passons cet épisode personnel et attaquons-nous au sujet. Dans cette vidéo, nous allons vous donner quelques trucs basiques à savoir pour ne pas passer pour des gros touristes qui ne respectent rien et relever le niveau des Français au Japon. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour nous. Je pense pas que tu vas convaincre les gens avec cet argument-là. De quoi? Ouh, tu m'énerves. Tu m'énerves. Toutes les personnes défendant une cause et ou des idées savent très bien ce que not all veut dire. Mais avant que cela nous arrive, je tiens quand même à préciser. Bien entendu, nous ne parlons pas de tous les Français, mais seulement d'une petite partie de gros relous. Vous qui regardez cette vidéo, ça veut dire que vous vous renseignez avant de partir. Malheureusement, il y a toujours des gens qui ne s'impliquent pas avant de partir à l'étranger. Avant que cela nous arrive et que vous nous incendiez dans les commentaires ou en MP, oui, nous ne parlons pas de tous les Français. Il y a énormément de gens très bien. Et je sais que vous qui regardez cette vidéo, vous en faites partie. Ladies and gentlemen, this year's nominees for actor and actress in a leading role. Mesdames et messieurs, cette année, le prix de la Sucette d'Or revient à Ludo. Merci, je m'y attendais trop pas. Commençons par le commencement. Voici 20 choses qu'il faut savoir avant de partir au Japon. Les Japonais n'ont pas l'habitude de dire non. C'est une forme d'impolitesse pour eux. Lorsque cela ne va pas, ils utiliseront toujours des faux fuyants. Si un Japonais ne vous dit pas un oui catégorique et qu'il utilise des formulations comme je ne sais pas trop, peut-être plus tard, ce n'est pas le bon moment, considérez cela comme un non et surtout, n'insistez pas. Bien entendu, ils attendent la même chose de vous. Un non catégorique, comme on les utilise entre nous tous les jours, est très impoli là-bas. Je précise car cela est très important et en sachant cela, vous comprendrez mieux plusieurs situations que vous vivrez là-bas. Les Japonais ayant un sens de l'accueil et du service très développé, vous trouverez toujours quelqu'un qui sera heureux de pouvoir vous venir en aide. Mais si votre interlocuteur fait traîner en longueur, semble gêné ou a du mal à répondre à vos attentes, c'est qu'il ne sait pas comment vous dire non et qu'il ne peut pas accéder favorablement à votre requête. Et plutôt que de vous le dire directement, il essaie de vous le faire comprendre par des voies détournées. Donc, laissez tomber, soyez poli, dites merci et passez à autre chose. Maintenant que vous savez ça, passons aux erreurs les plus répandues. Commençons avec les fumeurs. N'est-ce pas, Guigui? Ah ouais, on remet ça avec les copains, je croyais qu'on avait dit pas les noms. Au Japon, cela peut nous sembler déroutant, mais marcher en fumant est interdit. Non seulement ça ne se fait pas, mais en plus, vous risquez une amende. Même si avec les gaijin, les autorités locales sont beaucoup plus souples. S'il vous plaît, ne faites pas comme beaucoup de Français ou d'étrangers en vous en foutant ou en vous cachant pour fumer. Non seulement c'est gênant pour les gens qui vous accompagnent, mais surtout ce que l'on voit c'est un Européen, un gaijin, qui fume en marchant ou qui fume dans un lieu qui est interdit. Donc pour quelqu'un qui ne respecte pas les règles de savoir-vivre ou les lois de ce pays. À la place, il existe des endroits bien spécifiques dans les lieux publics ou privés où il est autorisé de fumer. Que ce soit des pièces hermétiques spéciales dans les immeubles, des box en verre à l'extérieur ou encore de simples carrés de bandes de peinture au sol, elles sont désignées par le terme smoking area. Oui, bon ben ça va, vous êtes au courant depuis le temps que mon anglais est merdique. Si c'est pas le cas, regardez les autres vidéos. Pour les plus connectés d'entre vous, il existe des applications sur smartphone qui vous indiquent où trouver ces fameuses smoking area. Le point important, c'est que ce n'est autorisé que dans ces endroits-là et que vous y trouverez cendriers et poubelles afin d'y recevoir spécifiquement vos mégots. Spécifiquement, car au Japon, le tri, c'est important. Le tri des déchets. Alors oui, je sais, on s'y est en famille chez nous depuis quelques années, mais au Japon, cela fait très longtemps, et c'est même une règle de vie commune. Même si chez nous, c'est un petit peu rentré dans les mœurs, il faut s'avouer que c'est quand même très peu mis en pratique, et que beaucoup de gens s'en moquent ouvertement.
Non mais si, il faut accepter ça, hein. On peut pas se mentir éternellement non plus comme ça, hein. Comportement reproduit par ces personnes qui sont en vacances là-bas et malheureusement aussi reproduit par des personnes qui font l'effort du tri ici. Parce qu'ils s'en moquent de base, parce qu'ils sont à l'étranger et qu'ils ne connaissent personne, parce qu'ils ne sont pas chez eux, parce que c'est beaucoup plus difficile quand tu ne sais pas lire la langue ou tout simplement par fainéantise, la liste des excuses pas vraiment excusables est vaste. Le nombre de fois où ce genre de choses arrive. Bon, soyons honnêtes, ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé une paire de fois d'avoir mes déchets et de pas avoir la bonne poubelle, de regarder autour de moi, de voir que personne ne me regarde et de les mettre dans la mauvaise poubelle. Mais à culpa. Je me répète, mais encore une fois, tout ce qu'on verra, c'est pas deux idiots qui ont la flemme de jeter leur poubelle au bon endroit, mais bien deux étrangers, deux gaijins, voire deux Français, si on reconnaît vos paroles, qui ont fait ça. C'est fastidieux, mais c'est pour le bien de tous, alors essayez de toujours mettre vos déchets dans les endroits spécifiquement mis en place à cet effet, et si jamais vous ne savez pas, demandez à un local. Comme on l'a dit tout à l'heure, les Japonais seront toujours ravis de vous rendre service. Vous verrez, le Japon, c'est propre, les gens sont civilisés, ils jettent pas leur papier, leur chewing-gum ou leur mégot par terre. Sachez-le, il est parfois difficile de trouver une poubelle dans la rue. Si cela vous arrive, mettez vos déchets dans un petit sac pour vous en débarrasser plus tard. Lorsque vous avez un moment, cherchez une petite supérette ou rentrez dans une gare, vous y trouverez toujours des containers adaptés à cet effet. Profitez-en pour y jeter vos déchets. L'avantage, c'est que les gares ou les supérettes sont pratiquement ouvertes H24. En parlant de combini ouverts H24, lorsque vous rentrerez dans ces supérettes, il y a toujours un petit plat chaud ou un petit plat froid si vous avez faim, peu importe l'heure qu'il est. Si vous cédez à la tentation, surtout ne mangez pas en marchant, vous risqueriez une amende. Même si dans ce cas, que vous soyez local ou étranger, les autorités sont souples. Mais dans certains endroits, c'est mal vu. Le mieux est de se mettre dans un endroit non passant, là où vous ne gênerez pas, ou encore d'attendre d'arriver au lieu où vous vouliez aller pour pouvoir consommer. Alors que nous, ça nous semble un petit peu bête, tout le monde mange en marchant en France, mais là-bas, non, il faut y faire un petit peu attention. Je suis le premier à le faire. Combien de fois là-bas, je me suis rendu compte que j'étais en train de manger un snack tout en marchant dans le métro. C'est une habitude qui est très tenace pour nous, on le fait machinalement, quoi, sans y penser. Que ce soit une boisson ou une glace achetée dans un distributeur, ou encore un sandwich acheté dans un combini, le mieux est de le consommer sur place, là où vous l'avez acheté. Alors, devant le combini, hein, pas devant la caisse. Non, je précise parce que je vais encore avoir des trolls qui vont me dire Trollolol, j'ai fait exactement comme tu m'as dit, j'ai mangé là où j'ai acheté mes produits, devant la caisse, et tous les gens qui faisaient la queue, ils tiraient la gueule, tu peux pas savoir. Trollolol. Tiens, puisqu'on parle de repas. Souvent, au moment du repas, par habitude ou par tradition, on a envie de dire un petit bon appétit bien de chez nous. Mais à Rome, on fait comme les Romains, et du coup, au Japon, on dira plutôt itadakimasu. Alors cela ne signifie pas bon appétit, cela signifie littéralement je reçois, mais on pourrait le traduire par quelque chose comme merci pour ce repas, car ce n'est pas celui qui offre le repas qui le dit, mais celui qui le reçoit. En effet, itadakimasu ne s'adresse pas à celui qui va manger, donc à toi, mais à celui qui a préparé ce repas au sens le plus large. C'est pour ça que c'est celui qui reçoit qui dit itadakimasu. Cela s'adresse aux cuisiniers, à la nature ou plus globalement à tout ce qui a permis à ce repas d'exister. C'est pourquoi cela se dit même lorsque l'on est seul à table ou encore au restaurant où c'est le client qui remercie l'hôtelier pour la préparation du repas. Pour la jouer à fond, avant de prononcer cette formule, vous pouvez joindre vos deux mains comme si vous alliez faire une prière et incliner légèrement le buste en avant en disant itadakimasu. Mais là, c'est le must. Là, à ce niveau-là... Alors, là, il y a les gaijins, là, il y a les touristes de base, et là, il y a vous. Et bien sûr, en fin de repas, que vous soyez au restaurant ou chez un particulier, il est naturel de dire un petit arigato en fin de repas. Mais ça, c'est de la politesse, hein, c'est comme chez nous. Pour rester dans le thème du repas, lors de celui-ci, une des craintes les plus occidentales, ce sont les fameuses baguettes. En effet, pour beaucoup de nos compatriotes, se servir de baguette est un véritable défi. Et certains demandent cuillères, couteaux et fourchettes avant même d'avoir essayé. Il faut savoir que c'est assez déplacé de demander des couverts occidentaux avant même d'avoir essayé de manger avec des baguettes chez un particulier ou au restaurant. Faire l'effort devant votre hôte d'essayer les baguettes, même au risque de ne pas s'en sortir, sera toujours bien. Veuillez tenir vos baguettes d'une seule main et les poser sur le repose-baguette prévu à cet effet. En plus, il y en a pour tous les goûts et les couleurs, j'adore. Le mec pas du tout consommateur, quoi.
Une autre méprise classique pour nous, touristes français, veuillez à ne jamais planter vos baguettes horizontalement dans un bol de riz. Cela évoque pour les Japonais les funérailles, le repas que l'on offre aux morts. Pour rester dans le joyeux, ne transmettez pas votre nourriture de baguette à baguette. Au Japon, la crémation est extrêmement répandue et lors de celle-ci, la famille du défunt se sert de baguettes pour retirer les os des cendres et les placer dans une urne. Parfois, lors de ce rite funéraire, on se passe les os de baguette en baguette. Voilà pourquoi il est très inapproprié d'échanger de la nourriture entre deux personnes avec des baguettes en présence de Japonais. Autre chose que l'on fait machinalement mais qui ne se fait pas pendant le repas lorsque vous parlez, c'est de montrer quelqu'un avec ses baguettes. Effectivement, là c'est un geste agressif et déplacé qui peut être considéré comme une menace. Enfin ça c'est si vous êtes dans un film de Yakuza. Dans la réalité, les gens vont juste vous dire que vous êtes mal poli quoi. Sur le même thème, les films de Yakuza. En règle générale, il ne faut pas regarder un japonais dans les yeux lorsqu'on lui parle. C'est d'autant plus vrai pendant le repas, cela peut être considéré comme de l'arrogance, voire de l'intimidation. Ouais, on va ralentir sur les films de Yakuza mec, hein. Non mais bien sûr, ça dépend de votre degré d'intimité avec la personne. Là on parle de quelqu'un que vous ne connaîtriez pas. Pour en finir avec les choses surprenantes du repas, le gars d'à côté de vous fait beaucoup de bruit en mangeant ses ramen. Il n'est pas mal poli, c'est normal au Japon. Les Japonais slurpent en mangeant leurs nouilles. Plus vous faites de bruit en mangeant vos nouilles, et plus cela signifie que vous appréciez le repas. Je sais, ce n'est pas dans nos mœurs, mais si vous voulez faire plaisir à votre hôte, c'est du savoir-vivre. En parlant de politesse et de règles de vie, le pourboire au Japon est quelque chose qui n'existe pas. On ne tips pas. Comme en France, n'en déplaise à nos cousins canadiens. Roman, est-ce que vous faites exprès de pas tiper? Ouais, on fait exprès de pas tiper. Vous voulez la vérité, la voilà. S'il y a des serveurs qui les écoutent en ce moment, ne servez plus les Français! Ils font exprès de ne pas tiper! Ah, désolé les frères, je vous ai grillé. Alors c'est un débat sans fin entre nous et nos cousins d'autres océans, mais pour nous comme pour les Japonais, il est tout à fait normal d'attendre d'un restaurant un excellent repas ainsi qu'un service de qualité, sans pour autant payer un extra. Alors dans certains endroits d'inspiration américaine, comme des bars à conserve ou des restaurants à thème, il y a ce qu'on appelle des boîtes à chips. Dans ces cas-là, c'est à vous de vous adapter, mais ce n'est pas une chose que l'on fait normalement au Japon. Pour rester dans les choses pas graves mais gênantes, il est assez mal vu de venir au restaurant ou au café avec sa propre boisson ou son propre repas. Mais ça c'est valable chez nous aussi, hein. Dans certains endroits, les propriétaires vous demanderont juste de ranger vos encas et dans d'autres, ils seront moins polis. Même si ça reste le Japon. Autre chose déroutante pour nous Français, le salut. Si jamais vous rencontrez quelqu'un, un ou une japonaise, il y a une tradition difficile pour nous Français, c'est qu'au Japon, on ne fait pas la bise aux femmes et on ne serre pas la main aux hommes. Et pour ceux qui viennent du sud comme moi, on ne fait pas la bise aux hommes non plus. Dire que les Japonais ne sont pas tactiles est un euphémisme, et cela est toujours source de gêne ou de surprise lorsque quelqu'un essaie de l'être avec eux. Au Japon, on utilisera plutôt le salut. C'est une petite inclinaison du buste ou un simple mouvement de la tête qui signifiera bonjour. Normalement, en fonction du lien ou du rapport que l'on a avec la personne que l'on salue, on s'incline plus ou moins. Mais en tant qu'étranger, les Japonais ne seront jamais aussi formels avec vous. Parfois, un simple signe de tête suffit. Bien sûr, si vous tendent la main ou si vous font la bise, allez-y. Mais surtout, n'initiez pas la chose, cela peut gêner votre interlocuteur. Pas de panique, suivez le mouvement et tout se passera bien. Tiens, une autre chose difficile pour nous Français, ne pas se moucher en public. J'avoue, ça, c'est chaud. Au Japon, c'est l'équivalent de péter chez nous. Donc je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça peut être gênant pour des Japonais. C'est pour ça qu'on voit beaucoup dans les mangas des gens qui reniflent énormément, parce que c'est beaucoup plus poli chez eux que de se moucher. Bon bah c'est comme ça, c'est le Japon, c'est pour ça qu'on l'aime. Je suis comme je suis, c'est la vie, et si certains me comprennent pas, tant pis. Ce n'est pas toujours facile, mais si vraiment vous devez le faire, essayez d'être le plus discret possible, comme pour lâcher... Enfin, vous avez compris quoi. Et puis pour les plus vieux, utilisez des mouchoirs en papier et non pas en tissu. Je vous réexplique pas pourquoi. Quoi? On n'entend rien. Pardon. Je disais, si jamais vous êtes vraiment malade, n'hésitez pas à aller au combini du coin et vous acheter un masque. Vous verrez, vous ne serez pas le seul. C'est une question de politesse, d'esthétique, mais également de santé, car cela sert à limiter la contagion. En plus, il y en a des très beaux et des très sympas, bien que cela soit déroutant pour nous occidentaux. Moi j'adore, c'est toujours un grand moment quand on doit en mettre un dans le métro. Toujours chez votre hôte ou dès lors que vous pénétrez quelque part, comme dans un temple ou dans un musée par exemple.
Mais c'est quand même plutôt chez les particuliers en fait. Je disais donc, si vous vous rendez chez un ami ou dans votre Airbnb, au Japon, il est coutume d'enlever ses chaussures avant de rentrer. Et de les mettre soit dans le petit meuble mis à disposition, soit dans l'entrée directement. Plutôt avec les bouts dirigés vers la porte, ce sera plus facile quand vous ressortirez. Ne dites pas merci. N'oubliez pas d'enfiler vos slippers ou les pantoufles mis à disposition. La gaffe que font tous les gaijins, c'est de penser qu'il n'y a qu'un seul type de slipper au Japon. Et oui, au Japon, les slippers, c'est compliqué. En effet, il existe différents slippers pour différentes occasions, notamment des slippers spéciaux pour aller aux toilettes ou encore pour accéder au jardin intérieur de certains lieux. Cela veut aussi dire que lorsque vous êtes invité, il faut faire attention aux chaussettes que vous portez et à votre hygiène corporelle. Surtout après une grosse randonnée ou une grosse journée shopping. True story. Comment? Ah oui, effectivement, on me dit que cette vidéo est beaucoup trop longue. On vous avait promis 20 trucs, on vous en a donné que 10. Pas de panique, on va faire une deuxième vidéo et dans cette deuxième vidéo, on vous mettra les 10 derniers trucs. Dans cette vidéo, on parlera transport en public, relations amoureuses, onsen ou encore photographie, alors ne la loupez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker ou à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à nous laisser tous les commentaires que vous voulez en bas de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe ce que vous faites, et comme le dit quelqu'un que j'aime... Audi, panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.